La flotte ruche Behemoth fut la première vrille de l'invasion tyrannide à émerger des ténèbres du néant, s'éveillant après un voyage sans âge à travers l'abîme intergalactique. Affamée d'une voracité infinie, elle fondit sur les frontières orientales de l'Imperium avec la force d'un cataclysme, consumée par un instinct primal dévastateur. Sa fureur brute et son appétit insatiable lui conférèrent une réputation terrifiante, une légende de destruction qui résonne encore dans les ruines des mondes qu'elle a engloutis. Même les vaillants Ultramarines, mobilisant toute la puissance de leur chapitre et de leurs successeurs, ne purent l'éradiquer totalement. Vaincu mais jamais anéanti, Behemoth se morcela en d'innombrables vrilles, continuant à ravager des centaines de planètes, un festin sans fin, gravé dans le sang et la cendre. Behemoth ne connaît ni la ruse ni la patience. Elle frappe comme une tempête de lames chitineuses, écrasant tout sur son passage sous l'assaut implacable de ses essaims. Des myriades de Gauns déferlent à la surface des mondes, avides de biomasse, inexorablement attirés par les cités et les bastions de la civilisation. Là où l'ennemi oppose une résistance, l'esprit ruche lâche des créatures plus imposantes, des monstres façonnés pour la destruction pure. Contrairement aux flottes ruches plus insidieuses qui scrutent et exploitent les faiblesses de leur proie, Behemoth ne s'embarrasse d'aucune subtilité. Elle déchaîne les plus massifs et les plus meurtriers de ses rejetons, une marée de chair et de rage brute. Et cette brutalité suffit. Des meutes de carnifex jaillissent dans la mêlée, percutant les lignes ennemies avec la force d'un séisme, broyant blindés et fortifications sous leurs griffes monstrueuses. Chaque pas qu'ils arrachent au sol est une condamnation, chaque rugissement, un présage d'anéantissement. Dans leur sillage, les tyrans des ruches de Behemoth se jettent au cœur du carnage, brandissant leurs lames organiques dans un balai de mort, semant la terreur avant que la vie elle-même ne soit engloutie. Après avoir consumé jusqu'à la dernière molécule de biomasse sur Tyran Primus, la flotte ruche, insatiable, étendit ses vrilles toujours plus loin dans la galaxie en quête de nouveaux mondes à réduire en cendres organiques. Son passage ne laissa qu'un silence funeste, une tombe stellaire dont nul ne soupçonnait encore l'existence. La mort de Tyran Primus était un secret que seule l'ombre du néant connaissait. Ce ne fut qu'un an plus tard que l'inquisiteur Cryptman atteignit le système pour ne découvrir qu'un cadavre planétaire. Au premier regard, il peinait à croire que cette coquille desséchée fut autrefois un monde vivant, parcouru d'océans et de forêts. Tout avait disparu, avalé, effacé comme si la planète n'avait jamais existé. Pas un brin d'herbe, pas la moindre goutte d'eau, juste un désert stérile. Une sphère morte flottant dans le vide. Là où s'élevait jadis l'avant-poste de l'Adeptus Mechanicus, un cratère béant marquait l'endroit de son anéantissement total. Au-dessus, en orbite, les vestiges calcinés de la flotte de croiseurs dérivaient comme des spectres, leurs carcasses rongées par l'acide, dernier témoignage muet du carnage qui s'était déroulé ici. Mais la vérité attendait, cachée dans les données du Magos Varnak, que Cryptman finit par exhumer après de longues recherches. Lorsqu'il contempla les images, c'est une apocalypse qu'il vit se dévoiler sous ses yeux. Des silhouettes monstrueuses aux griffes acérées, le ciel obscurci par un essaim infini de tyrannocytes chutant comme des étoiles funestes. Et au-dessus de tout cela, une flotte si colossale qu'elle semblait se confondre avec la voûte céleste. Un raz-de-marée de cauchemars, une fin inéluctable qui s'étendait déjà vers de nouveaux mondes à dévorer.
Cryptman ordonna aussitôt à son astropathe d'envoyer un message d'alerte à l'Imperium. Mais le Psyker, le front crispé sous l'effort, n'y parvint pas. Le Warp était souillé, en proie à des remous invisibles, une tempête psychique laissée dans le sillage de la flotte ruche. Même la matrice télépathique du monde proche de Tandros semblait noyée dans ce tumulte impénétrable. Privé de son seul moyen de communication, l'inquisiteur n'eut d'autre choix que de mettre le cap sur cette planète, espérant y trouver un répit, une brèche dans cette marée d'ombre. C'est durant ce voyage qu'il prit réellement conscience de l'ampleur de la menace. Le long de la trajectoire qu'il suivait, les preuves du carnage s'étendaient devant lui comme les pages d'un funeste codex. À chaque système traversé, il ne trouvait que des mondes flétris vidés de toute vie. Autrefois verdoyants, regorgeant de faunes et de flore, ils n'étaient plus que des sphères stériles, des cadavres suspendus dans le vide. Plus il avançait, plus le schéma se dessinait clairement. Une ligne de mort, un sentier de destruction qui ne laissait rien derrière lui. Plongé dans les données accumulées au fil des années, Cryptman commença à rassembler les pièces du puzzle. Il traça la route des envahisseurs, leur marche inexorable à travers la galaxie. Aucune ruse, aucune feinte, juste une avancée implacable, un torrent de crocs et de griffes qui broyaient tout sur son passage. Cette monstruosité méritait un nom, un symbole qui incarnerait l'horreur de son sillage. Conformément aux traditions inquisitoriales, Cryptman plongea dans les archives antiques et choisit une appellation venue du fond des âges, Behemoth. Mais si son vaisseau progressait vite, il était déjà trop tard pour Tandros. Lorsqu'il atteignit enfin la planète, elle était en proie au même destin que Tyran Primus avant elle. Moins fortifiée, moins préparée, elle n'avait eu aucune chance. L'ennemi s'était abattu sur elle comme une tempête vivante. La matrice télépathique du monde s'était battue jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à faire fondre les cristaux de ses lasers et épuiser ses dernières munitions. Mais contre l'innombrable, contre l'indicible, même l'énergie du désespoir ne suffit pas. Lorsque Cryptman posa les yeux sur Tandros, il ne vit plus qu'un monde mourant, une autre pierre tombale sur la longue route de Behemoth. La chute de Tandros n'était pas seulement un désastre, elle rendait la mission de Cryptman presque impossible. Le prochain système sur la trajectoire de Behemoth n'était autre qu'Ultramar. Si ses défenseurs n'étaient pas prévenus, ils risquaient d'être pris au dépourvu et même un royaume aussi puissant que celui des Ultramarines ne pourrait survivre à un assaut aussi soudain. Dans une course contre la montre, l'inquisiteur et son équipage s'attelèrent à réparer la matrice télépathique. Lorsque l'ouvrage fut achevé, il ne restait plus qu'un espoir, un dernier appel, un cri lancé dans l'abîme, une bouteille à la mer. Rassemblant chaque once de sa volonté, l'astropathe du vaisseau força son esprit à percer l'épaisse brume de l'ombre dans le warp. Un hurlement silencieux déchira l'éther, un instant suspendu entre l'échec et la délivrance. Puis, une réponse. Une voix émergea des ténèbres, lointaine, altérée, mais bien réelle. Elle venait de Macragge, le cœur d'Ultramar, bastion des Ultramarines. Mais l'avertissement n'était que partiellement transmis, fragmenté par les turbulences warp. Les Space Marines savaient qu'une menace approchait, mais son véritable visage restait encore inconnu.
Par un coup du sort, Cryptman parvint à atteindre Macragge avant la tempête tyrannide. C'est sous le portique de marbre blanc du palais qu'il rencontra Marneus Calgar, le maître de chapitre des Ultramarines. Tandis que Cryptman lui exposait l'ampleur du péril, Calgar resta impassible, non par ignorance du danger, mais par la réflexion d'un stratège aguerri. Il écoutait, pesait chaque mot, analysait chaque détail. Et ainsi, les Ultramarines se commencèrent les préparatifs de la plus grande bataille de leur histoire. Behemoth avait dérivé à travers le vide interstellaire pendant des éons, consumé par une faim qui ne connaissait ni répit ni satisfaction. Lorsqu'enfin elle atteignit la galaxie, son appétit devint une furie incontrôlable, un besoin primal qui dictait chacun de ses mouvements. Poussée par cette frénésie dévorante, la Flotte-Ruche fonça droit vers Macragge, suivant une trajectoire aussi implacable que prévisible. Le premier monde à tomber fut Prandium, autrefois surnommé le joyau d'Ultramar. Cette planète paradisiaque, écrin de merveilles naturelles et de cités resplendissantes, fut choisie comme offrande à l'avidité tyrannide. Ses défenses orbitales pourtant impressionnantes et ses légions de soldats de l'Ultramar Auxilia, disciplinés et suréquipés, ne purent contenir la marée vivante qui s'abattit sur eux. Pris de court par la férocité sans borne des Xénos, les défenseurs mortels furent submergés par des vagues de Gauns, broyés par les salves d'une artillerie organique déchaînée. Ce fut un massacre sans gloire, une extermination méthodique où l'ennemi ne laissa derrière lui que ruine et silence. Puis vint le tour de Khals. Ce monde, déjà marqué par une histoire tragique, vit s'abattre sur lui un nouvel enfer. Une fraction des essaims de Behemoth, lâchés depuis les biovaisseaux, suffit à ravager ses colonies et à faire hurler ses cieux sous les crocs et les griffes de la nuée. Mais ce fut sur Macragge, cœur indomptable d'Ultramar, que se jouerait le sort du royaume des fils de Guilliman. Protégé par un réseau de plateformes de défense orbitale et par l'imposante flotte de défense d'Ultramar, ce monde représentait la proie la plus redoutable que Behemoth eût jamais osé défier. Là, au sol, tout le chapitre des Ultramarines se dressait, prêt à affronter l'orage biologique qui menaçait de déferler sur leur terre sacrée. Et pourtant, à mesure que la Flotte-Ruche approchait, que l'ombre de son passage voilait les étoiles, la véritable ampleur de la menace se révéla. Devant cet apocalypse en marche, même les cœurs forgés dans la guerre, même les âmes nourries par la discipline et l'honneur sentirent le doute s'insinuer, car jamais l'Imperium n'avait affronté pareille monstruosité. Si la Flotte-Ruche Behemoth est souvent décrite comme une force brute avançant sans subtilité pour engloutir tout sur son passage, elle ne se résume pas à un simple raz-de-marée biologique. Derrière l'apparente uniformité de cette invasion titanesque, certaines vrilles se distinguent par des caractéristiques propres, des mutations spécifiques qui façonnent leurs guerriers en armes vivantes encore plus redoutables. Dans le tumulte d'une attaque tyrannide, le vacarme des armes et des explosions est souvent couvert par une cacophonie cauchemardesque. Les hurlements inhumains des créatures de la souche Cordex. Cette vrille est réputée pour les cris terrifiants de ces organismes, des hurlements perçants capables de faire vaciller les esprits les plus endurcis. Ces cris résonnent sur les champs de bataille, s'insinuant dans les fréquences vox, brisant la concentration des défenseurs et semant une panique instinctive dans les rangs ennemis. Visuellement, les créatures de cette souche sont reconnaissables à leur carapace mouchetée. Un motif organique qui semble mouvant sous certaines lumières,
allant du rouge sombre aux nuances de noir profond. Cette pigmentation particulière ne relève pas uniquement de l'esthétique, elle pourrait résulter d'une adaptation environnementale ou d'un mécanisme défensif inconnu, une signature évolutive propre à cette lignée vorace. Plus loin dans la hiérarchie génétique de Behemoth, la vrille connue sous le nom de la gueule pourpre se distingue par l'agressivité frénétique de ses guerriers tyrannides. Ces créatures colossales incarnent la prédation sous sa forme la plus impitoyable, se jetant avec une ardeur surnaturelle sur leur proie. Contrairement aux autres vrilles qui privilégient parfois l'adaptation ou la ruse, ces combattants avancent dans un déchaînement de rage pure, frappant avec la force d'un cataclysme. Leur signe distinctif est visible dès qu'ils émergent du carnage. Leurs crêtes chitineuses sont marquées de franges colorées, oscillant entre des teintes de pourpre sombre et de bleu éclatant. Ces excroissances, vibrant d'une énergie inconnue, pourraient bien être des marqueurs sensoriels perfectionnés, un moyen pour ces créatures de se reconnaître au sein du chaos de la bataille, ou un trait évolutif, destiné à impressionner et intimider l'ennemi avant même le premier coup porté. Ces mutations propres à certaines vrilles de la flotte-ruche Behemoth illustrent à merveille la capacité d'adaptation infinie des tyrannides. Chaque souche, chaque organisme est affiné dans un seul but, rendre le grand dévoreur toujours plus efficace, toujours plus imparable. Face à cette évolution constante, chaque bataille devient une nouvelle étape dans la transformation de ces créatures. Un perfectionnement génétique sans fin qui ne laisse aux ennemis de l'humanité qu'une seule certitude. La prochaine vague sera encore plus meurtrière que la précédente.